Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mine et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM. Et après, vous pouvez exporter un produit fini. C'est ce qu'on a constaté. Et c'est une stratégie qui a, en 10 ans, en fait, a fonctionné parfaitement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Indonésie, elle produit des voitures électriques. Elle a projeté de produire, quand même, d'ici 2030, dans les alentours de 300 000 voitures électriques par an. Ce qui fait que, en fait, ce qui nous démontre, oui, c'est possible, à condition que, bien sûr, qu'on travaille en amont sur l'infrastructure de base. Et c'est ce qui, en fait, le modèle indonésien nous a montré. Mais une chose qui est sûre, et c'est une certitude en tant que telle, le monde a besoin aujourd'hui des minéraux qui sont au Congo, mais dans d'autres parties de l'Afrique aussi. Et la valeur ajoutée, elle est là. La question est où cette valeur ajoutée, elle est localisée. Aujourd'hui, le mining est localisé dans des pays comme le Congo, mais la valeur ajoutée n'est pas localisée ici. Et l'Indonésie a exactement a montré l'exemple dans ce sens-là. Merci. Je vais rebondir donc avec le prof Jean-Marc Kilolo. Prof Jean-Marc, je sais pour rappel que l'ambition portée par la RDC aujourd'hui est une émanation de réflexion portée au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à pouvoir diversifier les sources, on peut dire, de l'amélioration de l'économie africaine. Et avec le rapport Bloomberg que vous avez porté en RDC, aujourd'hui, on parle de cette ambition. Quelles sont alors pour vous les stratégies que pourrait adopter la RDC pour passer d'un statut de fournisseur de matières premières, je peux dire brutes, et de s'assurer en fait une capacité pour une transformation locale, comme le DG l'a dit ou comme M. Mouktar vient de le dire, et le CCB porte cette ambition de pouvoir réellement toucher du concret sur cette transformation locale en RDC. Premier maillon, par exemple, une raffinerie de cobalt en RDC. Quel est votre regard sur les stratégies que pourrait adopter en ce moment-là la RDC pour avancer sur ce maillon-là? Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kanda. Effectivement, l'ambition de créer ou de développer une chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques trouve son origine des réflexions menées à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est le premier think tank africain. Beaucoup ne le savent pas, des institutions, des poids lourds comme la Banque africaine de développement, ainsi que l'Union africaine, sont nées des réflexions menées à la CEA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Alors, quel est l'objectif que nous poursuivons? C'est de diffuser des idées pour une Afrique prospère. Voilà notre mandat. Donc, nous sommes un think tank, nous partageons des idées. Et nous prônons ce que nous appelons une industrialisation basée sur les ressources naturelles. L'adage le dit très clairement, la plus belle femme du monde n'offre que ce qu'elle a. Et ce que nous avons en RDC et dans plusieurs pays africains, ce sont nos ressources naturelles. Mais comment aujourd'hui s'en servir comme fer de lance pour une industrialisation? Et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on d'industrialisation? Parce que nous souhaitons une Afrique prospère. Comme vous savez, les Nations Unies sont le porte-étendard des ODD, des objectifs de développement durable. Les plus importants étant combattre la faim et la pauvreté. Autrement dit, améliorer le sort des Africains. Et nous pensons que la manière de le faire, c'est d'industrialiser le pays. Créer de la richesse dans le pays. Dans le contexte de ce projet, comment le faire?
nous pensons qu'il faudrait procéder d'abord à une intelligence économique. Dans le cadre de cette initiative, le professeur Kandal l'a mentionné, nous avons organisé en 2021 un forum qui a été appelé DRC Africa Business Forum, qui a été un débat politique chapeauté par le chef de l'État congolais, auquel ont été associés le président de la Zambie et tant d'autres, et qui ont manifesté leur intérêt de joindre leurs efforts à matérialiser cette initiative. Je parlais donc de l'intelligence économique. Le premier pas que nous avions fait, c'était de commanditer une étude Bloomberg qui devrait servir de soubassement d'évidence scientifique pour soutenir cette ambition. Et l'étude avait démontré en effet que la RDC avait un avantage compétitif potentiel dans la manufacture des précurseurs de batterie. Donc quand on parle de l'ambition de la batterie, ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons y arriver. Donc il faut y aller de manière incrémentale. Pourquoi de manière incrémentale? Parce que les spécialistes en stratégie montrent que les innovations de rupture sont très difficiles à accomplir. Ça demande une concentration d'efforts, des moyens qu'il est très difficile de mobiliser. Voilà pourquoi nous avons... première stratégie, il faut y aller de manière incrémentale. Tout à fait. Donc raffinage et après... Absolument. Donc déjà le raffinage pourrait créer à peu près 10 fois plus de valeur ajoutée. Et donc, parce qu'il existe une capacité du moins intellectuelle dans les laboratoires, par exemple, de l'UNILU, que vous avez eu le plaisir de diriger l'école polytechnique, il y a de la recherche qui se fait sur les précurseurs. Donc il s'agirait ici de faire une mise à l'échelle industrielle. Et nous pensons qu'en adoptant cette approche incrémentale, on peut penser à créer une cité de la batterie. Et en parlant d'intelligence économique, je pense qu'il faudrait penser, premièrement, à faire une sorte d'analyse SWOT. Quelles sont les forces que nous avons ? Bien évidemment, essentiellement, ce sont nos dotations naturelles. Quelles sont les faiblesses? On en a énormément. Nous avons un déficit énergétique, nous avons un déficit infrastructurel, et ensuite réfléchir quels sont les mécanismes qui nous permettraient de pallier ces difficultés. Les opportunités, la première opportunité, c'est cette méga tendance que représente le changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde parle du verdissement industriel, le verdissement de la mobilité. Donc, ça représente une très grande opportunité. Sans oublier que nous avons un marché intérieur de 100 millions de personnes. J'ai été surpris lorsque nous assistions le gouvernement du Cameroun à revoir son plan de développement industriel, qu'en fait, le Cameroun ne vise que 2 marchés en Afrique, le Nigeria et la RDC, pour des raisons évidentes. Et donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on prenne aussi l'agenda du verdissement au sérieux, qu'on puisse faire une rupture de ce modèle économique, industriel, hérité de la colonisation, consistant tout simplement à exporter les matières premières. Il faudrait les transformer localement. Mais pour cela, il faudrait également changer la législation. Il ne faudrait pas qu'on pense seulement à un marché où on va faire des véhicules électriques ou des batteries pour l'étranger. Il faudrait adapter les lois pour qu'on puisse consommer la voiture électrique et les capacités de stockage à l'intérieur. L'Éthiopie nous a devancés. L'Éthiopie n'a pas, jusqu'à ma connaissance, l'ambition de produire des EV. Mais en termes de consommation, il est interdit aujourd'hui d'importer des véhicules qui ne soient pas électriques. Donc c'est le sérieux que ce pays met par rapport à l'agenda. Si je me tourne vers le Kenya, pareil. On pourra revenir à vous sur la continuité de ce que peut représenter le marché et l'avenir de l'industrie de la batterie en Afrique, et vous pourriez nous en parler. Alors, Monsieur Franck Beckart, j'espère que je n'écorne pas votre précieux nom. Vous venez de Mackenzie et comme le prof Jean-Marc le disait, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Mais la plus belle femme peut aussi se rendre compte que les rides peuvent arriver et arriver très vite. Et ne plus se faire désirer. Même si elle demeurera belle, mais elle n'aura pas le même attrait. Alors, la RDC, par moment,
scandaleusement, se prend toujours aussi pour cette plus belle femme qui trouve, je ne dirais pas, j'ouvre la parenthèse que je referme très vite, qui trouve toujours des bons coureurs, mais qui, de fois, ne la respectent pas. De votre point de vue, est-ce que la RDC, au regard de toutes les analyses que vous faites aujourd'hui, par exemple, pour vous mettre peut-être un peu d'eau dans la bouche, le cobalt congolais a un crédit réputationnel assez très très bas, et au-delà de ça, les recherches, en tant que professeur je les suis, tendent à soit diminuer totalement la part du cobalt, pour ne citer que le cobalt, dans toutes les technologies qui arrivent, et à la limite de substituer, par exemple, le lithium par le sodium, etc. J'aimerais, dans votre approche, dire si la RDC a toujours le temps de se croire la femme la plus belle, ou est-ce qu'il faut s'inquiéter que nous n'avons toujours pas le temps et qu'après, on peut garder les ressources et que personne ne viendra courir derrière nous. Merci, M. Franck. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à cette conférence. En effet, je viens de Mackenzie et nous, on fait beaucoup de recherches sur notamment ce qu'on appelle les métaux, les matériaux critiques, dont les matériaux pour les batteries, bien sûr, sont un des plus importants. Juste avant de répondre à votre question, je voudrais mettre quelques chiffres en contexte. On voit, quoi qu'en soit, on voit une croissance de demande de batteries dans le monde d'entre 30 et 35% par an. Comme disait M. Le Couturier, c'est exponentiel. Donc, on parle d'une industrie qui, en fait, aujourd'hui encore un peu petite, mais qui, dans les 10 années à venir, va faire entre x6 à x12. Donc, on est au début. Donc, pour répondre à votre question, on est au début de l'histoire. On n'est pas, c'est pas joué. On commence à jouer aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour répondre à ces demandes de croissance qui est quand même énorme, on aura besoin de ressources énormes, gigantesques. Juste quelques chiffres encore. On aura besoin d'un capex, des investissements, de quelque part entre 4 et 5 trilliards, donc 4 000 à 5 000 milliards de dollars dans le monde. Je ne parle pas de RDC, je parle du monde. On aura besoin de 500 à 1000 raffineries en plus, dans les 5 à 10 ans à venir. On aura besoin de quelque chose entre 300 et 500 gigawatts d'électricité renouvelable. 1 gigawatt, c'est une grande module nucléaire. Donc l'équivalent de 500 modules nucléaires. Quand on regarde la chaîne de valeur ajoutée, et c'est là que je pense, pour la Congo et pour beaucoup de pays, ils se posent la question, et je pense qu'il y a certains interlocuteurs l'ont dit, quand on prend que la partie extraction minière, on parle d'une valeur ajoutée, et je confonds tous les matériaux batteries maintenant, d'entre 50 et 100 milliards de dollars de revenus par an. Quand j'ajoute à ça le raffinage, la production des cellules, je parle de 500 milliards de dollars de valeur ajoutée. Et ensuite, je prends la production même des batteries, je suis de nouveau à 100 à 200 milliards. Donc, pour moi, pour des pays comme la RDC, la question n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, la question est qu'est-ce qui est le mieux pour le pays. Et clairement, quand on veut extracter de la valeur ajoutée de tout ce qui se passe dans le monde des batteries, il ne faut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter à l'extraction. On laisse la valeur ajoutée quelque part d'autre. Ça, c'est point 1. Point 2, sur votre question, il y a des discussions sur la substitution de cobalt, il y a le sodium au lieu du lithium dans les batteries, il y a le fer sulfate, il y a beaucoup d'autres... Tout ça, c'est vrai. Le seul, mais ce qui est aussi vrai, quand on regarde les grands clients, les automobiles, les Volkswagen de ce monde, ils sont basés maintenant sur le lithium, ou Tesla, ils ont encore dans leur plan le lithium-ion pour les 10 années à venir. Ils ne peuvent pas changer, même s'il y a demain une chimistrie 10 fois mieux, on ne peut pas changer comme ça dans les choses. Donc, dans la réalité des choses, on voit une croissance, disons, entre x5 à x10, avec les éléments, les métaux actuels. Donc, jusqu'en 2035, le jeu va jouer.
Après ça, on pourrait tomber sur d'autres chemistries, etc. Ça, c'est clair. Mais donc, pour un pays comme la Congo, comme le RDC, moi, je dirais qu'il faut agir maintenant, bien se positionner, regarder les partenariats possibles, regarder ce qui est possible en financement, etc. Mais commencer à être une vraie partie de cette chaîne de valeur et pas qu'une petite partie. Et ce qui a été dit par un autre interlocuteur aussi, c'est aussi vrai, le Congo, à ma connaissance, est le seul pays dans le monde où on a tous les éléments connus aujourd'hui pour les batteries. On parle de lithium, on parle de cuivre, on parle du nickel, on parle du manganèse, on parle du cobalt. Je ne connais pas d'autres pays où tout ça se trouve ensemble. Donc, soit on continue à faire l'extraction et l'envoyer quelque part d'autre, ou on bâtit une vraie chaîne de valeur ici, notamment, je pense, le raffinage et probablement la production des cellules. Merci. Je reviens à vous, DG Placide Kala. À entendre Mackenzie, et c'est connu déjà beaucoup, s'il faille aujourd'hui que le marché croisse de 25 fois de ce qu'il est aujourd'hui ou 15 fois, il faut beaucoup plus de cuivre. On n'en parle pas assez souvent. Le cuivre est le premier métal qui supporte le transfert d'électrons dans une batterie. Et donc, peut-être parce qu'on peut le trouver ailleurs, qui n'est pas dit critique, mais il peut être stratégique pour la RDC qui en produit suffisamment. Et pour le cuivre, par exemple, il faut multiplier par 20 la production actuelle du cuivre que l'on a pour satisfaire le besoin pour l'usine des batteries dans les 10 prochaines années. Est-ce que la Gécamine, au travers d'elle, la RDC, peut-elle saisir cette opportunité et se dire, voilà, on va essayer soit de réguler le marché du cuivre comme d'autres l'ont fait sur le pétrole, peut-être c'est un rêve, ou se dire, il faille, par exemple, au travers du fonds minier, que la Gécamine peut solliciter et aller, comme vous le disiez, refaire de l'exploration, découvrir des nouveaux gisements et espérer contribuer à ça. Est-ce que c'est des choses qui passent dans la réflexion du développement de la Gécamine? Déjà, bravo pour le germanium. Est-ce qu'il y a cet aspect des choses? J'aimerais vous entendre par rapport à cette opportunité-là. Merci, professeur. Concernant la Gécamine, nous avons des réflexions en interne sur l'avenir des minéraux stratégiques, mais quand nous considérons les minéraux stratégiques, nous incluons aussi le cuivre pour nous, parce que le cuivre, la construction d'un véhicule électrique nécessite un certain poids de cuivre dans sa configuration. C'est pour ça que nous avons mis le paquet, parce qu'une des missions qui nous a été confiée par le chef de l'État, c'était de reconstituer les patrimoines géologiques de la Gécamine. Et c'est dans cette stratégie, dans cette approche de la reconstitution du patrimoine géologique, que nous avons un programme qui chiffre à 500 millions de dollars à peu près pour l'exploration. Donc nous essayons de mettre de l'argent de côté pour que nous puissions atteindre cet objectif. À partir du moment où on atteindra cet objectif, je pense que nous aurons le moyen de lancer de nouveaux projets où les attentes du marché, nous pouvons y contribuer à y répondre. Mais néanmoins, concernant le cobalt, il y a une réflexion qui est plus profonde, vu que le prix du cobalt a chuté sensiblement ces derniers jours et qu'il y a une très forte production de cobalt en RDC. Il y a au niveau gouvernemental une réflexion qui est faite, la Gécamine faisant partie, sur des quotas pour pouvoir réguler le cobalt sur le marché. Donc je pense que si demain la nécessité était là pour le cuivre, nous adopterons cette même démarche. Merci. Monsieur le DG Denis Le Couturier, je reviens vers vous sur j'aimerais vous entendre sur, par exemple, la question, par exemple, d'un cadre réglementaire ou la question liée, on peut dire, à la transformation locale qui vous touche. Est-ce que vous croyez, vous,
en tant que Conseil congolais de la batterie, que la RDC prend, je vais dire comme Alain Foucault le disait ici, prend conscience des enjeux, prend conscience de l'alignement des intérêts et donne les moyens suffisants à une institution comme le Conseil congolais de la batterie, ainsi que toutes les parties prenantes, pour que cette vision réellement et cette ambition se réalisent. Croyez-vous vraiment qu'il faut passer à un New Deal comme ça? Si aujourd'hui les moyens ne sont pas encore suffisants pour permettre au Conseil congolais de la batterie et toutes les parties prenantes de pouvoir aller vers l'atteinte de leur mission, qu'il faille alors en ce moment-là prendre conscience et dire il y a une nécessité d'aller vers là. Croyez-vous vraiment qu'on a pris conscience des enjeux et de l'alignement des intérêts? Si j'y croyais pas, je ne serais pas là. En tout cas, nous en avons pris conscience. On a identifié, c'est pour le résumer un peu de tout ce qui se dit, identifier les différents axes qu'il faut considérer, à savoir le cadre permanent dont vous parlez, le cadre légal, le développement des compétences, etc. Un cadre permanent, parce que quand on développe ça, c'est pour les 30 années à venir, avec des mécanismes d'adaptation. Le sourcing, l'énergie, les infrastructures pour acheminer les matières premières et sortir les produits finis. Et aussi, ce qui rejoint votre question, la partie financière. On ne parle pas du CCB. Est-ce qu'on doit acheter l'argent au CCB? Le tout, c'est de mobiliser les moyens pour faire cette transition énergétique. Donc ça, nous travaillons sur ce genre de solutions innovantes au Conseil congolais de la batterie jusqu'à présent. Notamment, il y a un des intervenants tout à l'heure qui a parlé de Cadeco qui est morte. Mais il y a des initiatives de relancer ça, les caisses de dépôt. Je sais qu'on parle aussi d'un marché des titres, marché boursier, qui est dans le pipe quelque part dans nos ministères. Donc en coordonnant bien tout ça, on pourra créer des conditions qui feront qu'on mobilisera l'argent nécessaire. Merci. Je reviens à vous, prof Jean-Marc. L'avenir de l'industrie des batteries en Afrique, la collaboration intra-africaine, le marché africain déjà, quand vous êtes à Addis Abeba, que ce soit l'Union africaine ou le Centre africain minier de développement ou d'autres structures, parlent souvent de la ZELACAF. Est-ce que, d'après votre analyse et toutes les études qui sont faites, quel est l'avenir de l'industrie des batteries en Afrique? Ou je peux aussi dire, est-ce que l'Afrique a besoin nécessairement des batteries pour véhicules électriques ou a besoin en fait des accumulateurs d'énergie pour d'autres applications qui ne soient pas nécessairement véhicules électriques, au moins pour les 10 prochaines années? On aimerait vous écouter là. Soyez bref parce que le public doit réagir et on va conclure avec nos deux invités. Merci. Merci, Prof Kanda. Alors, j'en étais à parler des opportunités. Effectivement, je parlais donc des opportunités, je parlais d'une analyse SWOT ou force, faiblesse, opportunité, menace. Évidemment, la zone de libre-échange continentale africaine représente une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, nous courons le risque d'avoir ce qu'on appelle des stranded assets, donc des assets où, ici on parle de minerais qui ne risquent pas d'être exploités. Je pense que le panel précédent en a parlé parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure. Et une grande menace, c'est qu'on réfléchit aux alternatives industrielles par rapport aux minerais dont la RDC est bien nantie. Et donc, tel que le motto ou l'adage de la CEA le dit, il faut passer des idées aux actions. Et il faut qu'on le fasse rapidement. Parce que nous n'exploitons pas encore certains de nos minerais, eh bien, la ZECAF est une opportunité pour importer, par exemple, le manganèse d'ailleurs. Et il y a des marchés qu'on doit créer. Le marché aujourd'hui des véhicules électriques n'existe pas encore. Il y a un effort législatif à faire. J'ai parlé du leadership de l'Éthiopie, où on légifère, on interdit l'importation des véhicules à combustion, tout simplement. Donc ça serait une mesure
très forte. Donc, je parlais du Kenya, qui a pris également des initiatives pour développer des motos, des tricycles et des motos verts qui marchent avec des batteries. Ce qui est important, en tant que projet industriel, il faudrait penser à réaliser ce qu'on appelle, les économistes appellent des économies d'échelle externe. C'est-à-dire, on peut penser à produire toute une gamme de produits. Donc, la batterie pour le véhicule électrique, mais également les stockages d'énergie, sont des technologies qui sont très, très proches. Et pour ce faire, dans le contexte de la ZECAf, lorsque les réflexions étaient initiées par la CEA, l'idée était de penser... Commencez à être bref. Oui, je vais être bref. C'était de faire une zone économique spéciale transfrontalière avec la Zambie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans le contexte de la ZLECAf également, la CEA a mis sur pied un consortium africain qui a joué un rôle de de-risking. Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé lors du premier panel, la notation souveraine du Congo est non-investment grade. C'est-à-dire, it's a junk country. On est un pays extrêmement risqué. Donc il faudrait qu'on travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, parce que les Africains veulent écrire une nouvelle histoire, des institutions comme l'Afreximbank, l'AFC, la BADEA, je suis fier de voir Dr Tchepelay, qui est conseiller technique à BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, qui fait partie en fait du consortium que la CEA a mis sur pied. Nous avons, avec Afreximbank, financé une étude de préfaisabilité. Mais encore aujourd'hui, je parlais de l'intelligence économique, il n'est pas encore clair de savoir où sera cette zone économique spéciale. Donc les autorités congolaises, nous pensons, devraient améliorer la coordination. Une coordination entre le ministère de l'Industrie, ministère des Mines. Je suis heureux de voir le DG de la GECAMI travailler pour présenter un projet bancable pour que la RDC puisse faire un roadshow. Parce que c'est aujourd'hui avec l'ingénierie financière... On va conclure par là. Je termine par là. Avec l'ingénierie financière, il est possible de compartimenter le projet. AFC, par exemple, est spécialiste dans la construction des infrastructures. Donc, on peut compartimenter le projet pour dire, voilà, nous voulons créer la cité de la batterie quelque part dans le Grand Katanga. Eh bien, nous avons besoin d'infrastructures. Qui est prêt à financer le volet infrastructure? Et quelles sont les modalités pour le faire? Donc, il faudrait qu'il y ait une intelligence économique qui présente un projet bancable qui va attirer les investisseurs. Merci. Merci. Avant de revenir à Mouktar, je reviens à Franck. Franck, en se regardant dans les yeux, croyez-vous qu'aujourd'hui, l'Union européenne ou les États-Unis, au regard des opportunités offertes par la RDC, et vous venez de les démontrer, sont, je peux dire, prêts ou volontiers à venir investir en RDC. Vous êtes McKinsey, un cabinet de réflexion benchmarking. Est-ce que si on vous commande une étude pour dire, voilà, les États-Unis veulent venir, l'Europe veut venir, tout en sachant que le marché minier est déjà à 70% chinois, en regardant la salle, être confiant de dire oui, ils peuvent venir à telles conditions, ou non, c'est un leurre, ils veulent seulement reprendre les matières premières? C'est une très bonne question. Je n'ai pas d'opinion politique, pour être sûr. Je suis un consultant, je suis un ingénieur, je suis un métallurgiste. Je ne suis pas un politicien. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, si on regarde ça avec, un peu avec une œil froide analytique, c'est qu'on fait l'extraction des... On a un défi énorme de transition énergétique. Oui. Global, c'est global. Exact. C'est celui un défi de transition matériaux. Exact. C'est indéniable. L'intensité des métaux, d'ailleurs, dans les nouvelles technologies énergie, c'est entre 10 et 20 fois le métal dont on a besoin dans les fossiles. Exact. Donc, il y a un défi. Le défi est là. Tout ça, c'est clair. La solution qu'on apporte aujourd'hui, c'est de venir à des pays comme le Congo, mais il y en a d'autres dans le monde, de faire l'extraction de minerais, les envoyer partout dans le monde pour faire des traitements.
il y a des métaux qui traversent le monde 3 fois avant que ça arrive dans une batterie qui finalement va dans l'utilisateur final. Et donc, juste même logiquement, analytiquement, ça fait pas du sens du tout. Et donc, je vois pas comment, si on maintenant doit multiplier le système fois 5, fois 10, fois 15, comment on peut continuer à faire l'extraction ici, le raffinage quelque part d'autre, l'assemblage encore quelque part d'autre, et avoir toute la logistique autour. Et donc, ma réponse un peu analytique, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pense que les pays développés comme l'Union européenne, comme les États-Unis, mais il y en a d'autres, n'ont pas de choix de venir ici et de faire des choses qui font du sens. Parce que de nouveau, ce qu'on fait aujourd'hui ne fait pas du sens. Il y a des supply chains qui sont je disais, pas logiques. Il y a des dépendances des États-Unis, mais aussi de l'Europe, qui sont pas logiques. Et d'ailleurs, je vais finir avec un dernier mot. Quand on regarde les raffineries, les grandes usines de batteries, en Europe, j'en connais une et elle est en difficulté. Et aux États-Unis, j'en connais 2 ou 3 et ils ne sont pas très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à creuser. Donc, la réponse à votre question est très logique. Je pense qu'il n'y a pas de... Et ensuite, on peut parler politique, c'est difficile, il faut le financement, etc. Mais je ne vois pas d'autre solution. Soit on dit on arrête la transition énergétique, soit on dit on va pour la solution logique qui est de venir ici et à quelques autres pays et de faire les choses de façon juste et correcte et économiquement correcte. Merci. Alors, Monsieur Mouktar Ba, avec votre expérience et toutes les réflexions portées, croyez-vous aux investissements étrangers et quel type de partenariat un pays comme la RDC, au travers de ses structures, peut favoriser pour réellement retenir de la valeur ajoutée ici? Est-ce que on doit quitter cette intelligence liée aux ressources et aller vers une intelligence liée à, je veux dire, à l'innovation, à la recherche? Quel est pour vous le type d'investissement étranger qui peut être attendu pour un pays comme la RDC? Merci beaucoup pour la question. En fait, Franck a tout dit. Le Congo est relevant aujourd'hui pour que ce soit l'Europe, pas seulement l'Union européenne, mais on dit l'Europe en tant que continent, et les États-Unis de l'Amérique. Il a tout dit et je lui donne 100% raison. Et après, je vais répondre à votre question. Mon organisation, le Brussels Africa Hub, aujourd'hui fait partie des 57 organisations qui conseillent la Commission européenne sur l'implémentation de la stratégie qu'elle a formulée en 2021, qui est le Global Gateway. Le Global Gateway, c'est une enveloppe de 300 milliards d'euros, dont 150 milliards, cela veut dire 50% de cette enveloppe, est destinée pour le continent africain. Alors, pour moi, ce que dit, c'est un no-brainer, qu'aujourd'hui, si on entend ce que Franck vient de dire, on a, une usine qui fabrique des batteries aujourd'hui en Europe, qui a reçu tout le support nécessaire pour pouvoir le faire, parce que, voilà, si vous regardez le shareholdership de Northvolt, vraiment, il y a de lourd derrière, mais on voit qu'elle est toujours en difficulté. Alors, cela veut dire que, voilà, en termes de stratégie, ou bien en termes de mise en œuvre de la stratégie en tant que telle, peut-être c'est mieux vraiment de dire il faut venir là où, la matière de base s'y trouve, ça veut dire tous les minéraux s'y trouvent ici au Congo, et deuxièmement, le potentiel, de l'électricité verte ici au Congo, elle est gigantesque. Au fait, quand j'entends tout à l'heure mon confrère ici de SECA de dire, voilà, il a dit la régulation, etc. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui d'abord
pousser vers la production et après faire la régulation comment dire, en aval. Aujourd'hui, en amont, c'est vraiment voir comment on peut pousser le maximum des investissements ici et faire des trial and errors. Ça, il faut le reconnaître, parce que la plupart des investisseurs aujourd'hui ne viennent pas ici au Congo, mais dans d'autres pays africains, parce qu'il y a ce risque réputationnel que tout le monde, tout investisseur et tout big corporate, ils ont tous peur de la risque réputationnel. Mais maintenant, moi, je dis, il faut qu'on inverse vraiment la chose ici pour y arriver. Ça veut dire qu'on va pousser au maximum les investisseurs et les entrepreneurs de venir s'installer, mais maintenant, on va après, au fur et à mesure, s'attaquer et réguler ensemble et aussi pousser vers l'autorégulation. Merci. Je vais me tourner en attendant que Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, qui doit nous faire les remarques de clôture, n'arrive. Je ne sais pas dans le public s'il y a un intérêt. Voilà, j'ai besoin d'un micro par ici. Juste ici devant. Voilà, vous pouvez donner le micro à Monsieur qui va se présenter et puis poser sa question. Merci beaucoup, professeur Henri Plessers-Moyo, Financialis. Je tiens à vous remercier déjà de m'accorder la parole, remercier les panélistes et vous-même pour la qualité des échanges et tout l'intérêt que nous avons autour de la thématique. Il y a toutefois un point qui, d'un point de vue scientifique, naturellement, m'interpelle. J'ai eu à aborder notamment ce point en substance et en aparté avec certains des panélistes déjà. Mais c'est la question des indicateurs. Je n'ai pas le sentiment que nous parlons d'indicateurs. Qu'est-ce qui nous fait dire, quelle est notre destination? Ça veut dire, ce que nous faisons, nous le faisons pour arriver à quel indicateur que nous constaterons et qui nous dira, voilà, nous sommes à destination. Je prends un exemple. La notion de création de valeur ajoutée. Quand on le dit comme ça, on se voit avoir une valeur plus importante. Mais en réalité, économiquement, la notion de valeur ajoutée dans un contexte comme le nôtre peut avoir pour finalité de nous protéger contre les chocs externes. En d'autres termes, tant que nous vendons une matière première non transformée, nous sommes totalement vulnérables aux cours mondiaux de la matière première. Quand nous la transformons, nous vendons un produit qui a une valeur spécifique sur le marché et donc qui n'est plus dépendante de cette valeur-là. Ce qui fait que l'addition des deux fait que nous sommes naturellement mieux prémunis face aux chocs externes et nous avons une économie qui est plus résiliente. Voilà un exemple d'indicateur. Deuxième indicateur, vous avez dit l'Indonésie, Mokhtar, produit a la perspective de produire plusieurs centaines de milliers de véhicules. Est-ce que c'est un indicateur en soi? Est-ce que pour nous, nous pouvons considérer que l'économie congolaise sera gagnante à partir du moment où nous aurons produit 1 million de véhicules? Ou est-ce que nous sommes dans la perspective où notre indicateur, production de véhicules ou pas, est un indicateur de prospérité qui se mesure en combien de routes ont été construites et qui sont désormais au service des secteurs interdépendants, grâce notamment à l'essor et à la dynamique autour de la transition énergétique et du besoin de solutions de stockage. Donc voilà, ma question concerne vraiment, et c'est une préoccupation, la place des indicateurs et ce qui, quelque part, doit nous permettre de nous dire dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, nous sommes en phase avec les indicateurs qui ont été proposés et quelque part que nous pensons devoir pouvoir observer. Merci. Merci. Une autre question. Entre-temps, vous allez prévoir de répondre. Je ne sais pas s'il y a eu un autre intérêt, une autre question dans le public. Voilà, par là. Merci pour la parole. C'est Willy Mbacha. Je suis stratégiste au sein de l'entreprise PPC Barnett, qui est une cimenterie de la place. J'ai bien suivi l'exposé de nos intervenants et nous comprenons que la RDC occupe une place stratégique dans la transformation industrielle de l'Afrique ou mondiale. Mais je voulais savoir, parce que vous avez une exposition ou une exposure qui n'est pas la nôtre, je voulais savoir si la RDC possède d'un plan de stratégie de ces minéraux pour intégrer ces chaînes de valeur que nous sommes en train de chercher au fait à accéder. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas une question, je vais commencer par le prof Jean-Marc Mokhtar, le DG et Franck. Oui, un commentaire, mais ce n'est pas un débat scientifique. Donc, vous aurez encore le temps d'en discuter dans le couloir ou au café. Mais c'est juste rassurer, essayer de dire qu'il y a une prise en compte des indicateurs.
Non, il fonctionne. Ah, il fonctionne, ok. Alors donc, effectivement, j'ai parlé de l'intelligence économique. En tant que CEA, nous avons initié, mais il faudrait un portage politique important. Nous avions invité, à un moment donné, le ministre de l'Industrie de l'époque, certains gouverneurs du Katanga à la CEA, et nous avons offert d'organiser une retraite de planification avec le gouvernement. Parce qu'il faudrait vraiment une politique économique qui soit intégrée. Vous avez posé la question tout à l'heure, professeur Kanda, sur la ZLECAf. Il faudrait que la politique commerciale puisse accommoder la politique industrielle. Il faudrait que la politique minière, en fournissant les différents matériaux nécessaires, puisse accompagner. Il faut une politique également de main-d'œuvre qui sous-tend. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la RDC, c'est plus de 100 ans d'industrie minière. Et les économistes parlent de la malédiction des ressources naturelles. Donc, aujourd'hui, c'est la même danse. Prof Jean-Marc, l'appréhension de M. Henry, c'est de savoir, parce qu'on court derrière le temps. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 100 ans d'industrie minière. Aujourd'hui, il y a la méga tendance du changement climatique qui accroît encore de nouveau la demande pour ces mêmes minerais. Eh bien, les mêmes choses produisant les mêmes effets, si on ne change rien, eh bien, rien ne va se passer. C'est tout simplement ça. Exactement. Donc, il y a une très grande demande. Donc, il faudrait, c'est la responsabilité, je pense, des pouvoirs publics, justement, de développer cette intelligence économique qui permet d'avoir des indicateurs de cibles clés. En tant que Nations Unies, nous allons dire qu'une des premières cibles, c'est la réduction de la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la création de cette chaîne de valeur, de combien la pauvreté a diminué? Il y a des indicateurs qui existent, qui sont standards, mais que l'on peut adapter aux réalités locales. De combien la pauvreté a baissé dans le Grand Katanga? Parfait. On a compris. Monsieur le DG, une réaction à ça? Ou oui. Au débat et votre mot, on peut dire... Je ne veux pas entrer dans les débats des indicateurs, mais je veux répondre à l'autre intervenant en disant que nous, à la GECAMI, nous avons une planification. D'ailleurs, l'exemple patent qui est le projet STL, avec la production du germanium aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il y a une planification qui est démise. Si on a d'autres forums où on discutera de ces choses-là en profondeur, on peut en débattre. Mokhtar ? Voilà. Pour les indicateurs, une belle question en fait, parce qu'on prend l'exemple de l'Indonésie. En fait, au moment quand ils ont formulé la stratégie en 2014, le GDP par capita, le produit intérieur brut par capita, par habitant de l'Indonésie était de $2 500. Aujourd'hui, en 2024, elle est de $5 000. Cela veut dire qu'ils ont doublé et en termes de produits intérieurs bruts par habitant. Et pour moi, ça c'est le meilleur indicateur que tu peux avoir. Aujourd'hui, le Congo est dans les alentours de combien? De 700, à peu près $700, produit intérieur brut par habitant. Si on arrive à doubler, à tripler, pour moi, parce que, voilà, à peu près c'est la même population. L'Indonésie, elle fait combien? À peu près 277 millions d'habitants, et le Congo aussi fait dans les alentours, je suppose aussi, en termes d'habitants. Cela veut dire que, pour moi, voilà, la richesse qui est générée, qui peuvent être mesurées, ça c'est l'indicateur parfait. Et en tout cas, en Indonésie, ils sont très fiers, selon ce qu'on capte aujourd'hui, de cet achievement qu'ils ont fait en doublant, en période de 10 ans, avec une stratégie claire, le produit intérieur brut par habitant. Merci. Monsieur le DG Denis, un commentaire, si nécessaire. Oui, donc je peux répondre aux deux questions par un seul commentaire. Oui. Nous avons élaboré un plan stratégique, enfin un plan directeur, vous l'appelez comme vous voulez, où chaque... bon, je ne parle pas des mines, je parle du CCB, de la transformation, avec des axes prioritaires, etc., où chaque objectif est assorti d'un indicateur de performance, de délai, etc. Donc c'est l'effort que nous avons fait. Donc pour répondre à la question scientifique de M. Plessios Mboyo. Merci. Merci. Franck ?
Je peux juste renforcer ce qui a été dit. Mais pour moi, le plan et les indicateurs ne peuvent ou ne doivent pas être seulement sur le RDC. Je pense que la RDC doit s'inscrire dans un supply chain mondial, hein, et avec beaucoup d'activités ici, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et sur ce base-là, il faut avoir une espèce de ce que j'appellerais un master plan avec des dates clés, des indicateurs, etc. Et ce qui est important, c'est que ça doit être une chose balancée. Ça ne doit pas être juste extraction de valeur, mais ça doit aussi être ressources à mettre, capacité. D'ailleurs, une chose que je n'ai pas dit, mais quand on parle de la multiplication de l'industrie fois 10 ou fois 15, il faut aussi les gens, les ressources. Il faut des ressources pour faire le travail, mais il faut aussi les compétences, l'accès aux compétences, etc. Tout ça doit être dans les indicateurs aussi. Il faut les universités, il faut les académiciens, etc. C'est tout un écosystème dont j'espère qu'une bonne partie va se trouver au RDC, mais l'autre partie va être avec des partenariats, un écosystème qui s'étend bien loin au-delà de la RDC. Et ce plan, cette vision, pour moi, est la base de tout ce qui va venir dans les 5 à 10 ans à venir. Il faut mettre ça sur papier. Je vois que vous voulez réagir. Merci Franck. Non, je voulais juste réagir, c'est une bonne remarque. Effectivement, l'intitulé, l'objectif de notre plan, c'est l'intégration de la RDC dans les chaînes de valeur mondiale. Vous avez tout à fait raison, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et j'ai parlé tout à l'heure de développement de compétences, c'est prévu aussi. Merci. Je vais me permettre de déranger et de prendre par surprise, je crois, un des opérateurs dans le secteur de l'énergie dans la salle que je vois. Je veux demander un micro et je vais faire interagir M. Eric Monga parce qu'on parle du New Deal et il est question, M. Eric, d'un déficit énergétique ici. Et vous avez pris l'initiative de développer un parc photovoltaïque. Et aujourd'hui, la question de la batterie est aussi liée au développement du photovoltaïque, le stockage d'énergie. J'aimerais avoir votre regard. Vous avez été là depuis 2021 quand le projet naît ou l'ambition. Vous avez pu, dans l'entretemps, profiter pour saisir des opportunités et développer ce parc photovoltaïque. J'aimerais déjà savoir si ça a été facile d'investir pour le développement d'un parc photovoltaïque qui rentre dans les énergies renouvelables et peut-être ça peut donner des idées à ceux qui veulent venir sur la batterie. Désolé de vous prendre comme ça. Oui, vraiment, je suis pris au dépourvu. Merci et bonjour à tous. Je crois que j'ai suivi plusieurs intervenants et toutes les interventions. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est mettre de l'intelligence dans où est-ce qu'on va placer l'industrie de batterie, quelles sont les opportunités et développer sûrement des nouveaux deals, de nouvelles façons de voir pour y arriver. Évidemment, pour extraire, pour avoir la batterie, il faut l'énergie. Et cette batterie donne aussi de l'énergie. Donc, c'est l'œuf ou la poule. Pour l'instant, il faut créer quelque chose. Et c'était dans cet esprit-là qu'on a créé aussi, qu'on a commencé. On ne sait pas où sera cette usine de la batterie. Où est-ce qu'on peut mettre un plan solaire pour alimenter cette usine? Alors, comme on ne sait pas où est-ce qu'elle sera, on met tout proche de ceux qui peuvent consommer, la population ou les industries. C'était pas facile, rien de facile, je peux le dire, mais l'intelligence qu'on a mise dedans, c'est un peu montrer à l'intelligence congolaise qu'elle peut se prendre en charge. Cette centrale a été conçue, construite et encore opérée par des jeunes Congolais, ingénieurs qui venaient de toutes parts et qui ont montré qu'ils pouvaient le faire, qu'ils pouvaient se développer et qu'ils voulaient développer d'autres choses aussi qui sont là-dedans. Donc si on prend cette intelligence, on met dans la recherche des batteries, on crée une nouvelle valeur ajoutée. On a parlé de germanium qui commence à venir, qu'on commence à faire sur place. On crée des nouvelles voies, on peut créer de nouvelles choses pour permettre à ce qu'on puisse transformer toutes nos ressources sur place. Et même pour exploiter les minéraux qui vont servir à cette batterie. Je prends par exemple
on parle de nickel. J'ai entendu lors du Makutano passer quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas le nickel au Congo. Il y en a même en abondance, et peut-être même dans une autre province. Mais comment amener ça là où on doit le transformer? Il faut créer des industries, des routes, des infrastructures, beaucoup de choses à faire. Et qui va les créer? Je crois qu'il y a un adage français qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si nous-mêmes, Congolais, nous commençons par créer, à assainir notre milieu, à assainir tout ce que nous voulons faire, et on crée, et on va y arriver. On va vraiment y arriver. Et c'est dans cet esprit-là, et c'est dans ce New Deal que je voudrais que tout le monde mette ça dans la tête, qu'on puisse faire des choses nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on peut acclamer Monsieur Eric qui participe à ce panel et qui est un des champions congolais? Il faut aussi le souligner dans le New Deal. Oui. J'ai juste un petit mot. Donc je voulais remercier M. Monga de son intervention. Tout ce que j'ai décrit, tous les axes prioritaires, etc., ce n'est pas le CCB qui va les faire. On a besoin de toutes les parties prenantes. Et vous êtes typiquement le genre de personnes que nous allons consulter, avec qui nous allons travailler. En plus, congolais, vous avez vu comment était l'accent sur les nationaux, etc. Je suis moi-même congolais. Nous allons recevoir respectueusement, Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises. Je vous prie de l'accueillir en vous tenant debout. Excellence, nous vous prions de rejoindre. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, nous arrivions donc à la fin de ce panel sur une usine de batteries électriques et beaucoup de défis. Alors, comme je le disais à tous les panélistes, c'est un New Deal. Alors, j'aimerais pour chaque panéliste, avant que Son Excellence ne vienne pour faire ses remarques de clôture, que chacun me donne en une phrase ou en un mot qu'est-ce qui devrait être fait. Après 10e forum du Makutano, New Deal, Monsieur Jean-Marc, prof, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comme ça, je le note directement. Alors, ce qu'on devrait faire, finaliser une étude basée sur une intelligence économique qui détermine très clairement où est-ce qu'on va implanter l'usine de la batterie pour créer ou abriter un écosystème qui va accommoder les différents composants et avoir un espace qui permette une évolution incrémentale. Parfait. Et il faudrait que la politique industrielle soit appuyée par une politique de main-d'œuvre et également une politique commerciale pour que cette initiative soit un succès. Merci. DG Placide. Oui. On a entendu l'entrepreneur Monga qui est dans le projet électrique. Je pense qu'on n'a pas assez parlé du déficit énergétique dans cette transformation dont nous appelons de tous nos voeux. Et c'est là où nous devons aussi focaliser. Rien que pour les miniers aujourd'hui, les déficits est tellement important que de nouveaux projets pour s'implanter sont difficiles. Donc si on parle d'une raffinerie, elle sera alimentée par quelle énergie? Donc tous ces problèmes-là, c'est là où pour nous, la GECAMI, nous devons commencer. Et en concertation avec les différents partenaires que nous avons lancé une réflexion ensemble pour voir comment, en interne, on peut développer des projets énergétiques sans attendre toujours l'État ou la SNEL. Merci. Énergie. Mokhtar. Pour moi, en fait, il faut formuler une feuille de route qui va permettre, en fait, aux investisseurs internationaux de venir et investir ici au Congo. Merci. Feuille de route. Monsieur le DG. Denis. Moi, donc, je répète que selon les différents axes qu'on a identifiés, il faut qu'on commence réellement à travailler dans l'action, être dans l'action pour y aller, avec le concours de toutes les parties prenantes, et notamment, comme je vous le disais, avec le CAEB, sur la partie développement des compétences, nous avançons concrètement. Donc, on doit y aller. On en a trop parlé, il faut qu'on y aille maintenant. Merci.
Alors, Franck, pour conclure. Moi, je dirais qu'il faut que la RDC prend beaucoup plus que sa partie actuelle dans le monde de la transition des métaux qui est entraînée par la transition énergétique et qui est une industrie qui est au début. Dans une industrie qui est au début de son développement et pas à son fin, on parle d'une industrie qui va faire x20 dans les 10 ans à venir. Et je crois que la RDC, étant le seul pays dans le monde où on trouve tous les métaux critiques, doit prendre sa part et plus que sa part naturelle dans cette industrie. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises. Nous avons eu un panel qui discutait de l'usine des batteries en RDC et des nombreux défis. Et les panélistes, dont M. Mouktar Ba, président de Brussels Africa Hub, ici présent, a été activement proche de nous rappeler qu'il faille qu'on copie aussi d'autres modèles. Le DG Denis, le couturier du CCB, a rappelé de la nécessité, comme il l'a dit, de pouvoir accompagner en fait toutes les initiatives avec les parties prenantes et au sein du CCB, plusieurs outils de pouvoir implémenter le projet sont en phase de finalisation et donc il faille commencer comme il a dit. Et nous avons eu le professeur Jean-Marc Kilolo, économiste à la CEA, qui a rappelé la nécessité d'avoir une intelligence économique, et M. Franck Beckart, qui est de McKinsey, qui rappelle seulement que le modèle actuel ne peut plus continuer. Là où les ressources se trouvent, devraient aussi se retrouver les capacités industrielles pour la transformation. Voilà en un seul mot ce qui a été discuté. Très respectueusement, je vous prie donc de rejoindre cette chaire pour votre closing remarks. Est-ce qu'on peut acclamer tous mes panélistes? Et donc, il a été discuté ici des zones économiques spéciales, de la cohérence de la politique de la RDC et des budgets qui sont mis. Merci. Merci, prof. Bonjour à tous les panélistes et bonjour à toute l'assistance ici présente. Je présente mes excuses pour vous avoir joint à cette heure tardive. La session de l'autre côté a pris plus longtemps que prévu. Et voilà, je suis là. J'aimerais dire ceci concernant la batterie, concernant l'initiative en cours. Au-delà de la volonté politique de notre pays et des pays voisins tels que la Zambie et autres, je crois que c'est une question que nous devons regarder du point de vue des intérêts stratégiques de notre pays. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qu'on appelle VICA, un monde qui est à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu. Et dans ce monde, tout ce qui nous reste de certain, tout ce qui nous reste de constant, c'est ce que nous voulons pour notre propre pays. Et ensuite, tout ce qui nous reste de certain en notre pouvoir, c'est de décider avec qui nous voulons cheminer, les partenaires stratégiques comme on les appelle, pour atteindre le but. Les pays comme la Corée du Sud, comme la Chine, qui sont parmi les leaders de la batterie aujourd'hui, ne le sont pas devenus du jour au lendemain. Ces pays ont décidé de cela il y a plus de 30 ans. Je dis bien il y a plus de 30 ans qu'ils ont dit nous serons leaders dans ce domaine. Dites-vous bien qu'en 30 ans, les régimes défilent au pouvoir. Dans n'importe quel pays du monde. En moyenne, tous les 5 ans, il y a un nouveau gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche, de centre. Dans ces pays-là, les politiques en matière de développement de l'industrie de la batterie sont restées stables.
il y a des choses qui ne se discutaient pas, qui étaient figées et devaient continuer dans ce même sens-là. C'est la première leçon que nous devons tirer pour nous-mêmes. Et ici, je parle en tant que membre de ce gouvernement. Que nous restions dans la continuité de ce que nous avons commencé et que nous sachions très bien où nous voulons nous positionner dans 30 ans. Il y a le court, il y a le moyen, il y a le long terme. Les enjeux sont nombreux. Comme vous le savez, la chaîne de valeur, quand on prend le continuum de la chaîne de valeur de la batterie, quand on parle de tout venant de la mine, la partie extractive que nous exploitons, nous, ne représente que 3% du continuum de création de valeur qui va jusqu'au produit final, jusqu'à la voiture électrique. 10 000 milliards de dollars de marché qui nous échappent complètement. Un long voyage commence par un premier pas, dit-on. Ce premier pas, c'est commencer par industrialiser un peu plus notre industrie minière et commencer à exporter des produits à valeur ajoutée localement. Et puis ensuite, localement, avoir ces partenariats stratégiques dont j'ai parlé avec le privé. Et ici, j'en appelle vraiment au privé. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas une autre façon de faire que de se donner la main, le public et le privé, de conjuguer nos intelligences et de regarder dans la même direction pour que nous puissions progressivement gagner du terrain dans ce continuum de chaîne de valeur des batteries. Un premier pas a été fait, certes, avec le CCB. Je comprends que c'est encore ce qu'on appelle en anglais « work in progress ». Il faut encore une intelligence économique pour décider finalement de ces zones économiques où elles seront et comment on va y aller. Mais je crois que nous devons faire ce que l'ancien président Obasanjo nous a dit une fois. Il avait ramené un parterre d'hommes d'affaires nigérians. On a eu une grande discussion d'affaires avec lui. Il m'avait dit à la fin ceci. Des pays comme la RDC, nous devons faire du plus-plus. Ça veut dire quoi le plus-plus? Le premier plus, c'est qu'on doit donner plus de tenue, c'est accélérer parce que nous sommes vraiment en retard. Et qu'on se le dise, nous sommes très en retard. Alors, il faut un plus pour au moins atteindre la vitesse des autres. Mais quand vous avez atteint la vitesse des autres, rappelez-vous que vous êtes toujours en arrière, en fait. Tout ce que vous avez fait, c'est que l'écart ne se creuse plus. Alors, il y a un deuxième plus, pour accélérer davantage, pour atteindre les autres et commencer à être en compétition. Il faut du plus-plus. C'est ce qu'il faut. Et donc, j'appelle et le secteur privé et le secteur public, dont je fais partie, de se donner la main, de regarder dans la même direction, de réfléchir à tout ce qui peut faire avancer cet agenda. Ces pays-là dont je viens de parler, ils ont commencé par investir massivement dans la recherche. Ils ont fait les réformes nécessaires pour que du point de vue fiscal et parafiscal, tous les domaines qui sont périphériques à l'industrie de la batterie et qui vont faciliter la consommation des produits dérivés de la batterie soient mis en promotion pour susciter un appétit local d'abord, avant tout, des produits issus de cette démarche-là. Voilà, c'est toutes ces démarches que nous devons le faire, nous allons le faire ensemble. Je remercie encore une fois les panélistes, je vous remercie tous, et mon plus grand souhait est que le privé et le public se mettent ensemble et regardent dans la même direction. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour vos remarques et ils seront notés pour toutes les parties prenantes. Avant de nous libérer pour la pause déjeuner et avant la photo de clôture, je voudrais juste rappeler à tout le monde, pour ceux qui sont intéressés, qu'il y a à 13h30 à la salle Kassai une session exaltante sur les derniers seront les premiers, quoi que ce soit biblique, mais ça sera une initiative de CNN dirigée par M. Larry Madowo qui convient des investisseurs et partenaires internationaux pour discuter des questions et des solutions innovantes de financement, technologie et gouvernance
pour accélérer le développement du Congo et de l'Afrique en général. Donc 13h30, salle Kassai, une session sur les derniers seront le premier, mais comme son Excellence, Monsieur le ministre le disait, il faut qu'on rattrape pour être sûr que nous avons la même vitesse de croisière. Excellence, très respectueusement, je vais vous prier de vous avancer juste au milieu pour la photo, juste ici devant sur le podium. Oui, oui, à côté du DG Placide et des autres panélistes. Encore une fois, merci pour votre participation active et d'avoir fait le choix d'être à cette session. Merci. Voilà donc, merci beaucoup à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs, qui êtes toujours avec nous depuis le matin ici au Pullman, au Salon Congo, où vient de se terminer le deuxième panel, et le deuxième panel donc du jour ici, mais je rappelle que le programme est très chargé et le programme se poursuit sur d'autres sites, chers auditeurs et téléspectateurs de Top Congo. Nous serons dans quelques instants à l'hôtel Hilton où on a parlé hydrocarbures. Tout à l'heure, on vient de parler batterie électrique. Vous avez suivi à la fin du panel l'intervention du ministre en charge de l'industrie et PME, Monsieur Luatoum. Et dans quelques instants, nous allons nous rendre à l'hôtel Hilton où sont Christian Lusakweno et Osé Manzanza qui ont pu assister à ce panel qui a évoqué la problématique du secteur de l'hydrocarbure en République démocratique du Congo avec, on l'a rappelé au début de cette intervention et je l'ai dit également tout à l'heure, les interventions des ministres des hydrocarbures de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale et de la République centrafricaine. Nous allons donc prendre ce panel dans quelques instants, mais ça sera juste après la grande édition d'information. On s'est excusé également tout à l'heure auprès de nos auditeurs et téléspectateurs suite à la perturbation de nos programmes d'aujourd'hui, essentiellement dédiés jusqu'à 18h au MAC 10 de New Deal, le Makutano donc, pour une RDC et une Afrique forte et prospère. Mais nous allons respecter l'heure de la grande édition d'information de 13h30 qui vous sera présentée par Peggy Wabeno Luzolo depuis Pigeon. Juste après la grande édition, nous reviendrons ici pour vous proposer d'autres panels à l'hôtel Hilton, à l'hôtel Sultani, au Fleuve Congo Hotel, ainsi que sur les autres sites. Il y en a 9 au total choisis pour débattre sur les différentes problématiques ou secteurs de développement en République démocratique du Congo et en Afrique. On se rend donc à Pigeon pour prendre la publicité, puis la grande édition d'information. Par la suite, nous allons vous retrouver ici au Pullman pour la suite de cette série de panels. Nous serons juste en transition ici car nous allons, après la grande édition, prendre la direction de l'hôtel Hilton. À très vite. Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mine et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM.